Le bâtiment juste derrière moi, c'est une salle de marché. C'est là que travaillent les fameux traders dont vous avez certainement déjà entendu parler. Alors nombreuses sont les légendes sur ce lieu et sur les métiers de la finance, mais aujourd'hui, grâce à BNP Paribas, on a obtenu un accès exceptionnel pour rentrer à l'intérieur et vous faire découvrir la réalité. C'est une première sur Internet. Pendant 24 heures, je vais vous emmener avec moi dans cet environnement complètement unique où transitent des sommes immenses qui financent l'économie. Alors moi, personnellement, j'ai déjà bossé 7 ans dans une salle de marché, mais aujourd'hui, je suis hyper heureux de pouvoir vous en faire découvrir les coulisses. Allez, je vous emmène. Des écrans de partout, des gens hyper stressés au téléphone qui se hurlent dessus. On a tous plein d'images qui nous viennent en tête quand on parle de salle des marchés. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer la réalité. Alors qui sont véritablement les hommes et les femmes qui passent leur journée dans cette salle? Est-ce que ça ressemble vraiment aux stéréotypes qu'on a pu voir dans les grandes productions hollywoodiennes? Allez, venez, je vous emmène. Alors, juste avant qu'on rentre, pour que vous puissiez profiter à fond de cette expérience, je vais d'abord vous expliquer très rapidement qu'est-ce qui se passe exactement dans une grande banque d'investissement. Déjà, oubliez votre banque de tous les jours où vous avez votre compte courant. Ça, c'est la banque de détail. Ici, on est dans une banque de financement et d'investissement. Une BFI. Pas de billets, pas de coffre. Seulement des chiffres, des données et des transactions. Les clients de la BFI, ce ne sont pas vous et moi. Ce sont de très grosses entreprises, comme celle du CAC 40, des institutions financières comme des fonds de pension, des brokers ou des banques privées, qui peuvent gérer votre épargne ou votre future retraite par exemple, et même carrément des États, comme la France ou l'Allemagne. Pour ces gros clients, la BFI fait principalement deux choses. Premièrement, elle conseille. Par exemple, elle aide une entreprise à en racheter une autre. Ou elle l'accompagne pour qu'elle entre en bourse. Secondement, et c'est ça qui nous intéresse, elle permet l'accès au marché financier. Et la salle de marché que nous allons visiter, c'est le cœur du deuxième métier. Pensez à un hypermarché mondial ouvert 24 heures sur 24 et dans lequel on achète et on vend des produits financiers. Ces produits financiers, ils peuvent être des actions, des parts d'entreprise, des obligations, des morceaux de dette d'un État ou d'une entreprise, des devises, des euros, des dollars, des yens, ou des options qui permettent d'acheter ou de vendre des actifs à un prix prédéterminé. Alors c'est quoi le but de tout ça? Pour un client, ça peut être de placer son argent ou, et c'est crucial, ça peut être de se protéger contre un risque. Prenons un exemple simple. Une entreprise d'agroalimentaire qui conçoit des produits à base de blé, comme des céréales ou des gâteaux. Son plus gros coût, ce sont les matières premières. Si leur prix s'envole, la production devient beaucoup plus chère. L'entreprise va donc voir la banque en salle de marché pour acheter un produit qui lui garantit un prix fixe du blé pour les prochains mois. Grâce à ça, elle peut continuer à produire et investir sans craindre les variations du marché mondial des matières premières. La salle de marché, c'est donc une immense boîte à outils qui permet aux grandes entreprises de gérer leurs risques et leur argent. Mais alors dans cette salle, qui fait quoi? Tout commence toujours par un client. C'est le début du cycle de vie d'un trade. Le client, le fonds de pension ou une compagnie aérienne, n'appelle pas la salle. Il appelle une personne. Le premier maillon de la chaîne. Celui qui est au téléphone, qui gère la relation, qui comprend le besoin. C'est le sales, le commercial. Alors, je vous cache pas que ça fait assez bizarre de se retrouver là tant d'années après. Alors déjà, comme vous le voyez, ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans les films. C'est beaucoup plus calme, mais par contre c'est très studieux. On sent une ambiance particulière, tout le monde est hyper concentré sur ce qu'il fait. J'ai l'impression que je dérange un peu en plus et je vous cache pas que je passe pas inaperçu en plus avec les caméras, le perchiste et tout ça. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir un sales et on va essayer de lui demander un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire. Allez, je vous emmène. Là, il y a un petit visage que je reconnais là. Elle s'appelle Olivia. On va voir si elle se rappelle de moi. Excuse-moi, je peux te déranger une minute? Ça va? Tu te rappelles de moi? Bien sûr, ça va. Hein? Salut Marc. Ça n'a pas bougé BNP Paribas en fait, là je vois là, ça fait... Combien de temps? Pour expliquer, en fait moi j'étais là il y a 13 ans et donc on bossait ensemble. Ouais, 13 ans ouais, en stage alors? J'étais en stage, ouais. Tu sais comment ils font les stagiaires, ils aiment bien tout cumuler dans leur expérience professionnelle et tout ça quoi. Donc on compte le stage, on compte les années après. Mais donc moi je bossais là exactement, j'étais structureur, je faisais les prix pour moi entre autres, pour les sales, et toi t'étais là. D'accord, pas si loin. Assez et souvent. Je venais de casser les pieds régulièrement. Assez régulièrement. Ouais, ça m'étonne pas. Comment ça se passe? J'ai l'impression que c'est assez animé là. Ouais, là j'avoue que depuis ce matin,
matin, c'est un peu animé parce que, bon, il se passe des choses en actualité. Le gouvernement est en train de changer, donc on a pas mal de clients qui nous demandent si on peut regarder des prix. Parce que comme tu sais, vu que tu es structureur, tout ce qui se passe dans l'actualité va avoir un impact sur nos prix. La volatilité, le niveau des indices, etc. Donc là, depuis ce matin, ça a un peu téléphoné partout, mais je suis contente de te voir, donc on a 5 minutes. Pour bien comprendre, donc toi, ton métier, c'est sales, c'est ça? Ouais, exactement. Donc c'est un boulot de commercial qui permet d'essayer d'aider les banques privées à choisir ce qu'elles vont vendre à leurs clients. Parce que les banques privées, elles ont envie de proposer des solutions d'investissement à leurs clients finaux. Moi, j'ai envie d'investir sur la France, moi sur les États-Unis. Et nous, on essaye de voir avec eux comment on peut leur proposer un truc qui va correspondre. Pour bien comprendre, pourquoi le client privé, le client final, il passe par une banque privée et par toi, c'est pas un produit qu'il peut acheter sur Boursorama ou en ligne directement, quoi? Si, il peut. Mais Boursorama, tu vois, typiquement, il va y avoir quelqu'un comme moi qui va leur faire les produits. Ok. C'est que dès que tu as une distribution, derrière, tu as une salle de marché. Mais Boursorama, c'est une banque, même si c'est une banque en ligne. Chez BNP, c'est Hello Bank. Donc nous, tout ce qui est distribué, on peut faire. Quel que soit ton niveau de richesse et de technicité, on va te trouver un produit. Tu peux très bien connaître les marchés, on peut t'aider. Tu peux mal les connaître, on va te trouver une solution aussi. Ok. Et le produit, ça ressemble à quoi? Parce que c'est pas juste une action où si ça monte, tu as gagné de l'argent, si ça baisse, tu as perdu de l'argent. Alors ça peut être ça. Ok. Mais ça, c'est assez simple. Je reconnais que pour ça, tu as des plateformes, je ne sais pas si tu as un téléphone ou tu peux le faire directement. Nous, on va souvent essayer d'apporter de la protection aux clients. Donc ça, on va avoir des formules où à maturité, tu vas avoir un filet de sécurité. Donc tu ne perds pas d'argent si ton sous-jacent n'a pas perdu plus que 20, 30, 40%. C'est là où on va intervenir. Selon toi, la psychologie de tes clients, ce que tu veux leur proposer, on va essayer de te trouver une formule où quand même il a de la sécurité. C'est quoi un peu le type de client que tu as en fait, derrière la banque privée? Est-ce que c'est un individu très riche? Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est des comptes pro? Dans le cas de la banque privée, c'est effectivement des individuels qui sont plutôt riches, mais nous on fait aussi des grands réseaux. Donc par exemple BNP, notre réseau retail va avoir des offres qu'on va leur faire où quelqu'un peut investir pour 100 €. Tu as un exemple pour bien comprendre? Le client, il t'appelle, il te demande quoi par exemple? Alors là ce matin typiquement ils m'ont demandé un truc un peu compliqué. Ils m'ont dit on voudrait un produit où il n'y a pas de risque en capital du tout. Risque en capital, ça veut dire quoi? Je perds pas d'argent quoi qu'il arrive. Ok, donc j'investis 100 et je récupérerai forcément mes 100 à la fin. Ouais, alors à la fin, dans ce cas-là, c'est un peu long. C'est genre 8 ans par exemple. Et moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de jouer l'Europe. Parce que j'y crois. Qu'est-ce que tu peux me donner sur l'Eurozone qui soit à 8 ans capital garanti? Donc toi, Olivia, tu es sales. Donc là, il y a tous tes copains sales à côté de toi. Mais là-bas, il y a d'autres métiers. On voit dans la salle, notamment les structureurs, les ingénieurs qui sont là-bas. À quel moment tu vas avoir besoin d'impliquer un structureur? Alors déjà, les structureurs, ils nous aident beaucoup en amont. C'est-à-dire que eux, très régulièrement, ils vont venir nous voir pour nous dire il y a telle ou telle solution. Nous, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc on a des pricers pour faire des prix indicatifs. Ils vont les préparer pour nous. Donc la formule dont je te parle, moi, je peux faire le prix toute seule grâce à un structureur qui l'a codé très concrètement dans notre pricer. Et tous les 2-3 mois, ils vont faire quelque chose d'encore plus musclé. Ils vont nous faire une offre avec des nouveaux produits, des nouvelles idées que nous, on n'a peut-être jamais vues, des nouveaux sous-jacents. Donc, c'est hyper clé dans ce qu'on vend, nous, pour qu'on soit un peu... Tous les 3 mois, ils vous proposent un peu les produits dans l'air du temps par rapport à ce qui se passe sur les marchés et qui serait une stratégie d'investissement pertinente par rapport à ce qui se passe, quoi. Quand tu pars en déjeuner, donc là, le marché, il est ouvert de 9h à 17h30. Tu es obligé de prévenir quelqu'un de ton équipe pour que si jamais il y a une requête urgente, il puisse répondre. Et c'est vrai que nous, on a des horaires de marché, comme tu viens de le dire. Donc, c'est un petit peu contraignant sur cette plage-là. Généralement, on reste, je sais pas, jusqu'à 19h pour finir ce qu'on a à faire. Mais contrairement à d'autres métiers, c'est rare quand même qu'on reste tellement après 19h, 19h30. En revanche, c'est vrai qu'à déjeuner, c'est plutôt des pauses courtes. Parce que la journée, elle est assez intense. Okay. Et tu as raison, n'importe qui peut t'appeler entre midi et 2 pour te demander, parce qu'ils ont vu un mouvement de marché, un refresh. Ça, c'est peut-être le truc qui est le plus contraignant. Mais sincèrement, en termes d'horaire, c'est plus facile que ce qu'on entend en M&A ou autre, où c'est plus large quand même comme Donc plage. une journée classique, c'est 8h45, tu arrives un peu avant l'ouverture du marché. Voilà. Tu repars à 19h et tu as tes week-ends à chaque fois. C'est très rare que tu bosses le week-end, quoi. Alors, moi, oui, je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais effectivement, c'est seulement vraiment si j'ai une présentation à faire un lundi que je n'ai pas eu le temps de finir que je vais me reconnecter, mais ce n'est pas la norme. Donc, soit le client il demande des prix indicatifs pour voir un peu la température de l'eau, quoi.
soit ça passe vraiment dans un format live, le prix est Exactement. ferme. Et là, tu il y a montres un vraiment, prix. exactement, il y a une Ok. action, c'est-à-dire que la BNP va prendre une position, parce que quand tu achètes un produit structuré, derrière, vous allez voir ça avec le trading, il y a vraiment une couverture qui est faite, on va acheter des actions européennes, etc. Et ça, si jamais le client s'est trompé, ça peut coûter de l'argent. Si jamais il n'arrive pas à le vendre et qu'il faut déboucler la position, ça peut coûter de l'argent, donc c'est un autre step d'implication. Est-ce que tu peux expliquer comment elle se passe, l'exécution d'un trade? Ouais. Est-ce que c'est sur une ligne enregistrée? Est-ce qu'il y a des Ouais. mots-clés que tu es obligé de dire? Est-ce qu'il y a des contrats à envoyer? Il faut que ce soit recordé. Donc ça veut dire que soit tu fais là-dessus et là c'est recordé, soit tu as un téléphone pro mais on n'en a que au niveau des sales, c'est rare, mais là c'est recordé aussi. Ok. Soit c'est sur Bloomberg, c'est recordé, soit c'est sur les emails, c'est recordé. D'accord. Donc c'est pas un déjeuner comme ça, quoi. Non, Ok. ça peut pas être comme ça, mais c'est aussi pour nous protéger nous. Parce que le client, si ça se passe mal, peut dire j'avais mal compris, Ok. et parfois il y a des grosses sommes en jeu. Il y a un mot-clé que tu dis sur la ligne enregistrée pour comprendre que là on n'est plus sur de l'indicatif. Tu dis tu achètes, tu dis donne, tu dis... Ouais, tout ça. ok. Parce qu'en fait, il y a des bandes de toute façon, et maintenant il y a une équipe qui vérifie toutes les bandes tout le temps. Enfin, je pense que ça marche avec l'intelligence artificielle, tu as des mots-clés, etc. Mais si un jour il y a un débat, on peut demander à la compliance de sortir les bandes pour vérifier sur quoi on s'est mis d'accord. Il y a un processus en place, un workflow qui fait que à chaque fois que tu fais un prix, il y a quelqu'un qui check le prix. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des garde-fous un peu Alors pour les jeunes, oui. Ils auront d'ailleurs, la plupart n'ont pas le droit d'envoyer de prix. Pour nous qui sommes quand même, moi ça fait 25 ans que je fais ce job, non. Du coup, tu fais des prix sur des produits parfois de volume de plusieurs centaines de millions d'euros. Enfin, ça peut dépasser Mon max c'était 200. 200 millions d'euros. Mon ok. max, perso. Comment tu fais voilà, pour gérer ton stress, tu vois, par rapport à ça, par rapport au risque d'erreur et tout ça, au Ouais. jour le jour? Parce qu'il y a peut-être des moments où tu es fatigué, je sais pas, tes Alors, enfants ne t'ont c'est- pas laissé dormir ou quoi. C'est vrai. Non, pour être honnête, quand c'est des énormes tailles comme ça, je demande à la structuration de venir voir. Ok. Parce que eux, c'est vraiment mon garde-fou. Donc ils vont venir regarder, ils vont venir vérifier tout dans le détail. À partir de, je dirais, 50-60 millions, je demande à Benjamin que tu connais ou autre de venir me checker. Toi, aujourd'hui, le stress, tu le gères. Enfin, tu trouves pas que c'est un métier stressant? Je trouve que c'est un métier hyper stressant, mais pas forcément pour ça. C'est que les clients vont te demander 50 choses à la fois le même jour parce que ils vont tous voir que le marché a fait ci, a fait ça. Donc tout d'un coup, tu vas pas t'en sortir parce qu'il faut faire 1000 trucs en une demi-heure. Et puis, tu as le stress évidemment du chiffre parce qu'on reste des commerciaux, donc on a des budgets qu'il faut qu'on réussisse à faire sur l'année. Je suis plutôt très contente de traiter avec mes clients. D'accord. C'est C'est mon pas but. l'exécution qui te Non, pas stresse, du quoi. tout, C'est ouais. plus un environnement qui est challengeant, qui est exigeant. Le job en tant que tel, il est vraiment, sincèrement, il est passionnant. J'espère que tu as aimé toi aussi, mais tu n'as que des gens qui sont relativement, quand même, qui sont très smart, qui bossent avec toi. Tout le monde a envie de t'aider, c'est hyper collaboratif, ça bouge tout le temps, c'est intense, mais en même temps, tu t'ennuies jamais, chaque journée est différente. Et encore une fois, tu finis pas à 23h, job sympa. En revanche, effectivement, parfois, tu as du mal à aller prendre un café avant 14h, ça c'est vrai. C'est ça, du coup, que t'aimes bien dans ton job, toi. C'est l'adrénaline, Ouais, moi, j'aime l'intensité. Tu t'ennuies jamais dans une journée, quoi. Non, franchement, c'est rare. Donc là, on voit, il y a plein d'horloges avec des heures différentes. Paris, Londres, New York, Hong Kong, Tokyo. Ça te sert vraiment? C'est utile à quel moment, ça? C'est utile pour voir les horaires d'autres plateformes. Quand je dois par exemple traiter sur les États-Unis, Ok. je vais me dire que ça ouvre en général vers 9h30. Ok. Donc là, tu vois, typiquement, je ne vais pas donner de prix avant qu'il soit 9h30 parce Ok. qu'il faut que le marché soit ouvert pour que mon prix soit fiable. Pour l'Asie, je regarde un peu moins parce que généralement, c'est forcément la nuit. Donc à part si j'arrive très très tôt le matin. Et Londres, c'est pareil. On regarde vraiment pour voir si le marché est ouvert. Bah, écoute, Olisa, merci beaucoup. Bah, Et de ce que je rien. vais faire, du coup, c'est qu'on va aller voir tes collègues en structuration qui vont Bah, nous expliquer super. tout ça. Bah, Je te très dérange bien. pas plus. Merci beaucoup. Merci. À toutes. Quand le client est au téléphone avec le sales, parfois il veut juste un produit simple. Achète-moi du Apple. Mais parfois, il veut aussi du sur-mesure. Je voudrais un produit qui me protège si ça baisse, mais qui me rapporte si ça monte. C'est une sorte de Lego financier. Le sales se tourne alors vers l'ingénieur de la salle, le structureur. Son métier ? Inventer, structurer des produits financiers complexes qui n'existent pas encore. C'est un peu la R&D de la banque. Il assemble des briques, des options, des obligations, pour créer la solution parfaite. C'est un métier hyper technique, créatif et ultra rigoureux. Une fois que l'architecte a dessiné le plan, il faut trouver l'ouvrier pour le construire. Alors, ça fait vraiment quand même quelque chose d'être là. Je vous dis que c'est quand même plus calme qu'à mon époque, mais il y a toujours vraiment cette énergie un peu spéciale, cette adrénaline. Je vous dis pas que ça me manque, mais presque. Mais voilà, écoutez, maintenant qu'on a vu Olivia, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller là-bas où il y a les structureurs et on va essayer de voir si on en trouve un qui veut bien nous parler. Allez, c'est parti.
Donc on est avec Marion. Marion, toi, tu es structureuse, c'est ça? Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, pour quelqu'un qui connaît rien, ça consiste en quoi d'être structureur? Alors structureur, c'est un métier de salle de marché dans lequel on travaille avec des traders d'un côté, des vendeurs, et c'est un métier d'ingénierie. C'est-à-dire que quand on a des produits très compliqués, des situations très complexes, le structureur va être là pour essayer d'apporter des informations, des explications à la fois au trading et à la vente. Donc en gros, le vendeur, il reçoit une requête d'un client et il peut pas se débrouiller tout seul, donc il vient de voir quoi. Il va venir chercher une aide supplémentaire, on va dire. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens, ils commencent un peu plus tard en structuration, ou ils étaient prévenus qu'il y avait un tournage? Oui, c'était prévu qu'il y ait un tournage. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok, donc toi, le sales, il vient de voir, son produit est complexe, il peut pas déterminer le prix du produit tout seul. C'est toi qui vas déterminer combien coûte le produit, c'est ça? Alors, il y a plusieurs métiers de structuration, mais en effet, il y en a un dans lequel l'objectif, c'est, avec un produit donné, réussir à déterminer le prix. C'est pas forcément simple, parce que c'est des produits qui n'ont pas un prix qui peut être observé, on dit, sur le marché. Et donc l'idée, c'est de décomposer le prix, de décomposer le produit de telle sorte à ce qu'on soit capable de donner une valeur au risque associé à ce produit-là, d'aller voir le trader pour déterminer combien coûte ce risque, et ensuite de faire un assemblage de tous ces paramètres pour donner un prix. Et pourquoi tu as besoin du trader concrètement pour arriver au prix que tu vas donner? Parce que le trader va me dire quelle est la valeur du risque. Ça va dépendre de quoi le prix par exemple? Dans les produits structurés sur lesquels on travaille, le produit dépend de la volatilité du marché. La plupart des produits qu'on a vont avoir un prix qui va énormément dépendre de l'environnement de marché dans lequel on est. Est-ce que tu peux nous apprendre 3 mots un peu du jargon du structureur? Si au prochain dîner on veut faire semblant qu'on est dans la structuration, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est vraiment un jargon très moche. Ouais. Mais par exemple, une phrase typique de structureur, c'est « t'es short du put ». Ça veut dire que t'as aucun upside, t'as que du downside. Ça veut dire que t'as aucun upside, t'as que du downside. Okay. Une situation dans laquelle, de toute façon, quoi que tu fasses, tu risques pas de t'en sortir. Ok, d'accord. On a pas mal d'idées qui nous viennent en tête. Est-ce que c'est un métier, on imagine, qui est hyper stressant? Est-ce que toi, t'es stressé au quotidien? Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier. Ça fait combien de temps? Ça fait 18 ans. Ok. Toujours chez BNP Paribas? J'ai commencé chez BNP Paribas à Londres et j'ai toujours fait BNP Paribas, ouais. Et comment ça se fait? Parce que tu vois, aujourd'hui, les jeunes, ils ont énormément de mal à se projeter dans une carrière, tu vois, peut-être de 18 ans dans la même maison. Toi, j'imagine, 18 ans, il y a eu des hauts et des bas, il y a peut-être des moments où tu as songé à partir parfois, mais comment est-ce qu'on arrive à rester 18 ans chez BNP Paribas et rester motivé? Quand j'avais 15, 16, 18 ans, même 22 ans, quand j'ai commencé à travailler, je me suis pas dit je vais rester 18 ans chez BNP Paribas. J'imagine. J'avais même comme objectif de changer tous les 2-3 ans. Je me disais, j'ai envie d'avoir un métier différent tous les 2-3 ans, changer de boîte, etc. Quand j'ai commencé chez BNP Paribas, j'étais dans cet état d'esprit. Et en fait, les années sont passées et je suis restée parce que j'ai trouvé ce que je recherchais, c'est-à-dire un métier hyper intéressant, avec des gens très talentueux, dans lesquels finalement les jours passent et on a toujours de nouvelles problématiques. Moi, je suis ingénieur de formation, donc ce challenge intellectuel que je trouve dans mon métier, avec des gens top, ça me plaît énormément. Est-ce qu'on a besoin, pour devenir structureur, d'avoir fait nécessairement une école d'ingénieur ou je sais pas, est-ce que quelqu'un qui a fait une école de commerce, il peut devenir structureur? J'ai connu d'excellents structureurs qui avaient fait des écoles de commerce. Ok, tu as des exemples en tête? J'ai des exemples en tête. Je me souviens d'un de mes premiers stagiaires qui était extra. Il avait fait HEC et ensuite il a décidé de faire de la structuration et il était canon. J'espérais que tu allais dire moi, mais t'as pas été mon stagiaire. Un jeune qui veut découvrir la salle de marché et faire un premier stage, est-ce que c'est une bonne stratégie de commencer par la structuration pour te dire je vais comprendre comment marchent les produits, tout ça? Évidemment. Ouais, ok. Et on peut bien évoluer derrière, tu dirais, est-ce que si on est structureur sur un premier stage, est-ce qu'on peut devenir sales, est-ce qu'on peut devenir trader? Aujourd'hui, tu as pas mal de traders et de vendeurs qui ont fait de la structuration avant. On a d'excellents vendeurs qui ont fait de la structuration, qui ont eu 10 ans de structuration et qui ont commencé par 10 ans de structuration et qui ensuite sont passés côté vente et pareil côté trading. C'est une très bonne école de formation. Est-ce que tu te rappelles d'anecdotes, je sais pas, d'erreurs que tu as pu faire, de moments stressants ou peut-être des premiers moments où quand tu es arrivé dans la salle de marché, qu'est-ce que tu t'es dit? Il y a tout un jargon qui étonne énormément au départ. Je me souviens de traders qui me disaient alors t'es short ou t'es long, t'es short ou t'es long, t'es short ou t'es long. Et je me souviens qu'au départ, évidemment que je disais n'importe quoi. Et je dis non, je suis pas sûr, laisse-moi réfléchir. D'autres situations dans lesquelles j'ai pu, je me souviens, c'est des anecdotes assez drôles pour un structureur. Je me souviens un jour de devoir faire un prix. Et donc je fais ce prix, c'était pour un trade, pour une transaction, je fais ce prix et je demande à mon voisin de checker mon prix. Check indépendamment mon prix et on arrive exactement au même prix. Exactement au même prix. C'est-à-dire qu'on dit à un bips près. On se dit ok, très bien, on va montrer notre prix au vendeur. On montre notre prix au vendeur et le vendeur nous dit c'est bizarre, le client nous dit votre prix il est faux, c'est bizarre. Et nous on se dit on a exactement le même prix. Et en fait on avait tous les deux faux. Ah ouais. Et avec d'autres erreurs, non, vous avez fait la même erreur? On avait
fait des erreurs différentes qui nous amenaient au même prix. Ok. Donc j'ai toujours dit, quand tu as exactement le même prix, vérifie quand même. Ah ouais, enfin, c'est ok. Et donc, est-ce que t'es tombée amoureuse de cet environnement de salle de marché avec l'adrénaline, tout ça, dès ton premier jour dedans? Ou est-ce que ça a pris un peu plus de temps? Ça n'a pas été un coup de foudre. Ok. Quand je suis arrivée, je me souviens, les premières semaines ont été assez difficiles. Et c'est drôle parce que je me souviens un jour d'un vendeur venir me voir des mois plus tard, me dire « En fait, on pensait que tu savais pas sourire ». Ah ouais, ok. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à m'habituer à cette ambiance très particulière. Et aujourd'hui, j'adore. Sinon, je serais pas là. C'est ouais, très très intense et tout ça. Au début, ça te stressait un peu, On était en 2007. Ouais. Donc avant la crise des subprimes, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, exactement. Avant la grande crise financière. C'était une période très agitée sur les marchés. Donc c'était un début quand même assez violent. Et le temps de m'habituer à l'open desk, à des gens qui parlent dans tous les sens, qui crient, etc., j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation. Donc tu as dit que tu as commencé la banque en 2007, donc un an avant la grande crise des subprimes en 2008. Et aussi, est-ce qu'il s'est passé, comme on le voit dans les films, particulièrement dans Margin Call, est-ce que les prix ou ce qui s'est passé sont sortis des modèles mathématiques de ce qu'on avait pu imaginer? Il y a eu un avant et un après, c'est-à-dire que très clairement, nos modèles ont évolué suite à la crise, parce qu'on s'est rendu compte qu'en effet, dans les prix qu'on faisait, il y avait des risques qu'on quantifiait mal. On a donc beaucoup évolué. Je me souviens qu'à l'époque, on ne savait quasiment plus quel était le prix d'une transaction financière. Parfois, on ne savait pas. Il y a quoi par exemple comme risque qu'on a découvert, je sais pas, avec la crise des subprimes ou qu'on s'est rendu compte qu'on le quantifiait mal avant? On a par exemple commencé à prendre en compte dans la facturation des prix, dans un des risques réels, ce qu'on appelle le smile de corrélation, c'est-à-dire la déformation de la corrélation en fonction du marché. C'est-à-dire qu'en fait, les actifs sont très décorrélés quand ça va bien, c'est ça, et quand ça va mal pour tout le monde, et donc ils sont corrélés dans la baisse, c'est ça? Voilà, c'est ça, Ok. typiquement. Ok, donc Marion, toi, tu es structureuse. Juste avant, on était avec un sales. C'est quoi le plus stylé? C'est d'être sales ou structureur? Ça dépend de ce que t'aimes. Si t'aimes énormément être avec des clients, tu vas plus trouver ça côté vente. Maintenant, si tu préfères l'aspect technique, c'est sûr que tu vas être plus satisfait si t'es structureur. Moi, je conseille la structuration. Ok. On a donc le sales qui a très bien compris et identifié le besoin du client. Le structureur qui a dessiné le produit sur mesure. Maintenant, il faut exécuter. Il faut acheter toutes les briques du Lego en direct sur le marché. C'est le job le plus mythique, et celui-là vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est celui du trader. Le trader, c'est celui qui a les mains sur les boutons. C'est lui qui prend le risque pour la banque. Quand le sales valide l'ordre, le trader doit, à la seconde, acheter tous les composants au meilleur prix possible. Il est face aux écrans et il gère le stress. S'il achète trop cher, la banque perd de l'argent. S'il achète bien, elle en gagne. C'est lui qui se bat contre le marché. Donc moi, mon job, j'étais structureur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je faisais des prix pour les vendeurs. Et les vendeurs, ils étaient tous là. Et toute la journée, ils venaient, ils me disaient « Ouais, on en est où sur mon prix ?» Et tout ça, c'était vraiment beaucoup plus animé à l'époque. Et donc parfois, pour faire mon prix, j'avais besoin des traders. Et les traders, ils étaient tout là-bas. Moi, je me rappelle, dans un de mes tout premiers jours de stage, j'avais fait un prix pour les sales. Prix, donc les traders avaient donné leurs paramètres. Et au dernier moment, le trader avait changé les paramètres. Et je me rappelle d'un stagiaire qui courait là, dans cette allée, comme ça, et qui était en panique et qui faisait « Ils ont changé les paramètres !» comme ça. Et donc voilà, c'était la panique. Le prix allait complètement changer pour le client. Donc voilà, c'est une petite anecdote un peu stressante, mais là on voit qu'aujourd'hui, voilà, c'est quand même beaucoup plus calme, ça a l'air d'être mieux maîtrisé qu'à mon époque. Une simple erreur, un simple clic, peut valoir des centaines de millions de dollars de pertes et tourner au désastre complet. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Japon en 2005, quand un trader de la banque Mizuho doit vendre une action d'une petite entreprise pour environ 610 000 yens, c'est-à-dire quelques milliers d'euros. Rien d'extraordinaire. Mais dans la précipitation, il tape l'ordre à l'envers, et au lieu de une action à 610 000 yens, il envoie 610 000 actions à 1 yen. En une fraction de seconde, le marché se retrouve inondé. La banque perd plus de 200 millions de dollars et les conséquences se sont ressenties dans tout le pays. Dans le jargon, on appelle ça un fat finger, littéralement un gros doigt. Parce que oui, ici, un doigt trop lourd sur le clavier peut suffire à faire disparaître des fortunes. Dans les salles de marché, c'est la hantise absolue. Tout le monde double, triple vérifie ses ordres. Parce qu'un seul zéro en trop peut coûter la carrière d'un trader et des millions à sa banque. Alors maintenant on est avec Paul. Toi Paul, tu es trader. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment de faire un fat finger? Un vrai fat finger, en l'occurrence j'en ai fait un, mais qui a eu aucun impact, parce qu'en fait il faut avoir en tête qu'on est très protégé là-dessus, c'est-à-dire que tous nos systèmes de trading, ils nous autorisent à envoyer des ordres que dans une certaine limite. Donc un trader individuel, lui, ne peut pas dépasser telle taille sur un ordre.
Et donc finalement, le fat finger, un peu le mec qui fait décaler le marché parce qu'il a envoyé la sauce, bah ça en fait c'est quasiment pas possible, au sens où on a beaucoup de protections qui font que oui on va le faire, oui on va cliquer send, mais on va se faire rejeter et notre ordre va pas être envoyé parce qu'on aura triggerisé l'une ou plusieurs limites. Et donc mon plus gros avait triggerisé pas mal de limites. Ah ouais, Tu t'en étais rendu compte comment du coup? T'as vu Instantanément. Ouais, c'était un oubli. Il y a des produits qui ont une lot size, donc quand tu traites un, en fait, tu traites 100. Et dans le feu de l'action, fallait que je fasse 1000, mais du coup, il fallait que je fasse 10 et j'ai envoyé 1000. Je schématise, c'est pas ça qui s'est passé, okay. Mais de toute façon, rien ne s'est passé. Donc encore une fois, ce qui est bon à retenir. Quand tu crains rien ne s'est passé, c'est parce que tu as essayé de faire l'action et ça s'est fait bloquer par le système instantanément. Exactement. Parce que c'était au-delà des limites. Parce que c'était au-delà de mon ordre limite, position limite, etc. Je sais pas jusqu'à quel stade, mais de toute manière, voilà, c'est pas possible de faire un fat finger en soi. Ok. Là, on a entendu donc quelqu'un qui t'a dit un truc en haut-parleur. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer simplement qu'est-ce qu'il voulait et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'avais un intérêt à rentrer dans une stratégie optionnelle pour couvrir ma position, que j'ai plutôt hérité des positions clients. Et donc ça, tu lui as dit ce matin, tu lui as dit moi j'aimerais bien acheter je dois avoir telle structure, sur tel stock, etc. Je lui ai pas forcément donné la taille tout de suite, mais in fine, il faudra que je lui donne la taille. Et lui, là-dessus, son métier, c'est d'aller voir tous les gens dans la place et de demander un prix de démarrage. Si demain, on vient me voir combien tu es prêt à acheter et vendre une banane, je vais te dire 40 centimes à 1 euro ou un truc du genre. Donc là, pour ma stratégie en particulier, il y a des market makers qui vont démarrer le prix. Il va revenir vers moi avec un prix, on va rentrer dans un jeu de négociation. Donc là je vais un peu me dévoiler, est-ce que je suis vendeur, est-ce que je suis acheteur, et de là le prix va se resserrer au fil de l'eau en interrogeant toute la place jusqu'à ce qu'on trouve ou pas un terrain d'entente. Donc là c'était plutôt a priori pas, puisqu'a priori j'étais moins agressif qu'une autre banque qui était prête à vendre plus bas le produit que je voulais vendre. Alors en plus de tes deux écrans, on voit que tu as un clavier là un peu de toutes les couleurs. Ça sert à quoi un clavier comme ça? C'est très gadget. Moi j'avoue que je suis pas hyper expert de ce clavier, mais ce clavier permet d'aller plus vite sur des écrans. Donc le truc principal qu'on peut montrer pour faire un exemple, c'est News. Si je tape sur le bouton News, là tout de suite j'ai la page des dernières nouvelles qui sort, où on peut voir que il y a Sanae Takaichi qui a été élu au Japon ce week-end. Donc ce matin c'était un peu la grosse news avec le marché asiatique qui était à plus 5 sur cette news. On voit la démission du Premier ministre français ce matin également. Ça peut être pour rebasculer sur les news, ça peut être pour rebasculer sur le chat. Mais c'est quand même beaucoup de gadgets. La puissance de Bloomberg, c'est principalement le fait que tout le monde soit dessus. Et encore une fois, le suivi des données de marché et le nombre de fonctions qu'on peut utiliser pour analyser le volume traité sur les actions, ce qu'on appelle les open interest sur des options. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut consulter directement sur Bloomberg et qui sont utiles à toutes les parties prenantes en finance de marché. Ok, et donc c'est quoi là, cet écran-là, il se passe quoi? Donc là-haut, je store un peu plus ce qui est de l'ordre du trading pur. Donc on n'est plus sur de l'admin ou du suivi de données de marché. Ça va être mon book, donc mes positions en temps réel dues au mouvement du marché en temps réel. Mes outils électroniques pour se couvrir. Si l'autre instrument classique, ce qu'on appelle les écrans c'est pour traiter des options en électronique. Et là, ça donne accès en temps réel à tous les prix d'options sur le marché électronique listé. Donc là, je suis toujours sur l'exemple de l'Eurostoxx. Ça me dit que sur telle maturité, tel strike, les gens sont prêts à acheter à tel prix et à vendre à tel prix. Voilà, moi j'ai d'autres infos qui sont ce que ça vaut chez moi, combien je pense qu'il faut mettre de futur en face de ces options. C'est un peu technique encore une fois et on n'est pas là pour ça. Mais là c'est rouge parce que ce que les gens sont prêts à payer est supérieur à ce que ça valait chez moi ce matin. En l'occurrence, je pourrais rafraîchir et voir que maintenant j'ai déjà remis à jour mon modèle. Mais ça c'est le signe que les marchés sont un petit peu stressés ce matin. Donc là, on est avec Bertrand. Bertrand, toi, tu es aussi trader. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste le métier de trader? Alors, trader, ça veut dire beaucoup de choses et peu de choses à la fois. En fait, il y a deux types de traders. Il y a des traders comme toi et moi en perso, des gens qui investissent de l'argent, qui veulent faire fructifier leur capital. Ça, c'est les gens qui donnent des conseils sur TikTok, là, c'est ça? Ça peut être des gens qui donnent des conseils sur TikTok et qui font l'inverse de ce qu'ils disent. Ça peut être assez rigolo. Ça peut être des entreprises qui ont de la trésorerie et qui ont envie d'investir, gagner un peu plus d'argent sur l'argent qui dort un peu dans leur compte, donc qui ont envie de faire fructifier tout ça. Ou alors, ça peut être ce qu'on appelle des market makers, c'est-à-dire des gens qui, en fait, donnent la possibilité à des investisseurs d'investir. Donc, en fait, un market maker, son rôle, c'est de te donner la possibilité d'investir et surtout, en fait, de te
donner cette possibilité sur une gamme d'actifs extrêmement variée. Donc il y a à peu près 5-6 gammes d'actifs, il y a des equities, il y a du forex, donc le taux de l'eurodoll, il y a les commodities, le pétrole, l'or, il y a les marchés de taux d'intérêt, donc tout ce qui est en fait la dette des États, la dette des entreprises. Et il y a un marché qui est un petit peu plus niche, qui s'appelle le marché du crédit, qui est une espèce d'assurance si des entreprises ou des États font défaut. Et en fait, ces 5 grandes classes d'actifs, il y a des banques de financement et d'investissement qui donnent la possibilité à des gens d'investir, donc que ce soit des grands-parents, des entreprises, ou alors des hedge funds également. Donc tous ces gens-là, tous ces clients-là, nous, on leur donne la possibilité d'investir. Alors toi, ta journée, elle ressemble à quoi concrètement? Tu arrives là à 8h30 le matin, tu te connectes, c'est hyper intense toute la journée, ça se passe comment? Il faut qu'on soit là avant 9h, ça c'est une évidence quand on gère des risques. Le premier truc, c'est de vérifier en fait que je peux gérer les risques de la bonne manière et que l'ensemble des risques que je vois correspond à ceux que j'avais la veille. En général, on part le soir vers 19h, 19h30. Quand on part, les États-Unis sont encore ouverts. Et aussi, il y a l'Asie qui est ouverte le matin, quand nous, on se réveille en fait. Quand on se réveille, vers, 6h30, 7h, etc., l'Asie est ouverte depuis 3-4 heures. Et donc, du coup, il y a eu des événements qui ont pu se passer, que ce soit microéconomique au niveau des entreprises, ou alors, au niveau macro, on peut avoir un Premier ministre qui démissionne, par exemple, on peut avoir un Premier ministre qui est élu, on peut avoir plein de choses qui vont faire que les cours des entreprises que l'on suit vont fluctuer et donc vont affecter les risques que l'on gère. Donc la photo qu'on a hier soir, elle n'est pas forcément la même que celle que l'on a le matin quand on arrive, parce que les choses ont bougé en fait. Tu as des anecdotes, je sais pas, des moments où tu te rappelles que tu étais parti le soir assez serein, tu dors sur tes 2 oreilles, et le lendemain matin, tu arrives et les choses ont beaucoup bougé et tout. Tu te rappelles de moments comme ça un peu compliqués? Toute la période du Covid, ah ouais, okay. Tout 2020 en fait, où les marchés financiers, equities notamment, bougeaient de plus ou moins 10% d'un jour à l'autre. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer pendant la suite de ta journée? On reçoit en continu en fait des demandes de prix de nos clients. Donc un client arrive et il dit moi je pense que le stock Total Energies va monter, j'ai envie de faire tel type d'investissement dessus. Quel est le prix que tu me proposes pour cette structure-là? Et donc le client va demander ça en parallèle donc à nous, BNP, à d'autres banques de financement et d'investissement, et il va choisir, un petit peu comme quand toi tu achètes des baskets, tu vas essayer de trouver le meilleur prix, il va trouver la contrepartie qui lui donne le meilleur prix. En tant que market maker, on n'est pas là pour prendre des risques comme les investisseurs, on est là le plus possible pour baisser les risques. On a souvent eu tendance, post-2008, avec la crise des subprimes, à dire là, les traders jouent avec l'argent de la banque. C'est faux. Moi, mon métier, c'est l'inverse, c'est de faire baisser les risques le plus possible. Et je suis l'inverse de quelqu'un qui va jouer avec l'argent de la banque. En fait. Ok, alors tout à l'heure, on était avec Olivia qui est sales. Est-ce qu'il peut y avoir parfois un peu des tensions avec le sales? Tu vois, j'imagine, le sales, il a un budget à faire de, 5-10 millions par an. Il va rentrer dans un appel d'offres, il va te demander un prix sur un certain nombre de paramètres. Mais toi, peut-être que tu as trop de risques sur ces paramètres-là et donc tu vas faire un prix un peu moins compétitif. Est-ce que ça peut arriver, ce genre de choses, et comment tu peux régler ces tensions si ça arrive? Alors, les tensions, elles existent dans tous les métiers. Dans l'industrie, dans la banque, dans l'assurance, etc., dans les hedge funds. C'est inhérent, en fait, aux interactions humaines. Ça, je vais rien t'apprendre, c'est pas rocket science. Nous, à la fin, on est rémunéré si on arrive à dégager des marges suffisantes pour pouvoir continuer notre business. Donc oui, si on prend un trade en particulier, il peut y avoir des frustrations à droite ou à gauche en disant moi j'aurais bien aimé faire ce trade-là, et une autre personne qui dit moi de l'autre côté de la chaîne j'ai pas trop envie de le faire, comme tu mentionnes, j'ai trop de risques, etc. Mais il y a globalement un alignement sur le résultat final, et on sait très bien que si on met que des trades qu'on va pas pouvoir gérer, à la fin personne va être content, l'activité va perdre de l'argent, et au final personne va réussir à dégager un bénéfice personnel et collectif. Donc on est extrêmement aligné là-dessus et c'est hyper important. Nous, on envoie des listes de recommandations sur nos positions, pas de recommandations où on pense qu'un truc va monter ou baisser, ça c'est pas du tout notre métier, mais les vendeurs, les structureurs sont complètement au courant des risques qu'on a dans les books, de là où on va être plus agressif parce qu'on a envie de sortir un risque versus là où on a déjà trop de risques, donc on va pas pouvoir en amonceler de façon supplémentaire. Alors toi Bertrand, tu es trader, il y a beaucoup de fantasmes dans l'imaginaire collectif, on a vu plein de films et tout ça, voilà, ça a l'air d'être très intense. Est-ce qu'il y a une énorme adrénaline quand tu trades? Est-ce que ce qu'on voit dans les films, ça correspond vraiment à la réalité? Alors le pire film pour ça va être Le Loup de Wall Street. Il n'y a pas de lancer de main alors? En tout cas, moi j'en ai jamais vu et je pense qu'à la BNP, il n'y en aura jamais. Ça c'est sûr.
Mais oui, l'ambiance où les gens montent sur la table, ça crie dans tous les sens, etc. Dans une salle de marché de market maker, tu verras pas ça. Tu peux voir ça par exemple sur le pit de Chicago par exemple, où c'est encore ce qu'on appelle des marchés à la criée. Donc il y a vraiment des gens qui sont debout et qui se crient, j'achète, je vends, 2, 4, tiens je t'en prends 500, etc. avec des signes dans tous les sens, un peu incompréhensibles. Alors c'est quoi, pour que les gens se rendent compte un peu, c'est quoi le volume du plus gros trade que tu as effectué? Alors les trades, ça va de la dizaine d'euros qu'un étudiant peut trouver sur une banque en ligne à des dizaines de millions d'euros. C'est assez difficile de comparer. Sur les equities, le montant d'investissement, il n'a rien à voir avec ce qui se passe par exemple sur fixed income ou les taux d'intérêt, où là les montants sont décuplés. Bon, écoutez les amis, on a vu pas mal de personnes assez seniors. Là maintenant, petit ego check. On va aller voir les personnes plus juniors, les stagiaires. Ils sont censés me connaître, mais il y a aussi une chance qu'ils ne me connaissent pas du tout. On va vérifier ça tout de suite. Let's go. Bonjour, bonjour. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Elisa. T'es en stage ici du coup? Ouais, j'ai commencé fin juin. Ok. C'est ton premier stage dans une banque ou t'en as déjà fait avant et tout? Ton premier stage, ok, d'accord. Partie de césure. T'es en césure, ok, d'accord. Ouais. T'es dans quelle école? À Dauphine. Dauphine, ok. Tu me connais ou pas du tout? Si, j'avais déjà vu Ok. un ou deux lives. J'ai eu peur. Après, on aurait pu la garder hein, si la réponse, tu vois. Si, j'avais déjà vu quelques lives sur Twitch Ok. pour m'entraîner pour les entretiens. Pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent un stage, t'as un petit conseil à donner pour voilà, ceux qui veulent décrocher leur premier stage en banque? Parce que souvent, le premier stage, c'est très dur à avoir, non? Ouais. Bah, honnêtement, j'ai eu du mal aussi. J'ai trouvé un peu last minute, enfin, un mois avant le stage, quoi. J'avais trouvé sur en part du réseau. En vrai, je pense que tout le monde sait comment faire. Faut parler sur LinkedIn, tout ça, quoi. Sur LinkedIn, ça marche alors? Ouais. T'envoies plein de messages sur LinkedIn? Sur les sites, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'offres sur mon site Dauphine Job Teaser. Que, par exemple, mon sales, il a mis l'annonce sur Job Teaser aussi pour mon remplaçant. Ok. Écoute Alicia, merci beaucoup. Désolé de te cueillir comme ça un peu au dépourvu. On te laisse te concentrer dans ta journée. Ça marche. Et puis bon courage pour le prochain stage alors. Merci. Ok, alors maintenant qu'on a vu tous les différents métiers d'une banque d'investissement, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans le bureau de Nicolas Marc. Nicolas Marc, c'est le big boss, donc le responsable de toutes les activités actions au niveau monde de BNP Paribas. Donc on a vu le vendeur, le trader, le structureur, mais une salle de marché, c'est aussi des centaines de personnes en légal, en compliance, en IT et bien d'autres encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des salles de marché, BNP Paribas en a à Paris, à Londres, à Tokyo, New York, Singapour, même Hong Kong. Et le responsable de la partie action de toutes ces activités de marché, c'est Nicolas Marc. Salut Nicolas, excuse-moi de te déranger. Bonjour Marc, Merci beaucoup de prendre un instant. je t'en prie. Assis-toi. Bah écoute Nicolas, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer en quoi consiste ton métier? Donc les activités de marché de la banque, elles sont concentrées en deux pôles. Il y a ce qu'on appelle la partie fixed income. Donc ce sont tous les métiers autour des taux d'intérêt, des matières premières et du change. Et puis il y a une autre partie du business qui est liée aux actions, cotées en bourse, aux produits dérivés. Et donc moi je suis en charge de tout ce métier-là qu'on appelle Global Equities. Tu manages combien de personnes en tout à peu près? Il y a 1200 personnes chez Global Equities, réparties dans le monde entier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ta journée? Et on va dire que ça commence au moins toujours par une chose, c'est le morning call de trading. C'est-à-dire que tous les matins à 8h30, il y a un briefing pour savoir ce qui s'est passé en Asie pendant la nuit en termes d'activité de marché. Et puis on anticipe quels vont être les grands événements qui peuvent affecter l'Europe et donc l'ouverture des marchés à 9h du matin. Donc il y a ce briefing qui démarre ma journée et qui est un briefing qui se fait à la fois sur le métier equity mais sur toutes les classes d'actifs. Donc les taux d'intérêt, le change, les matières premières. Et après, je vais avoir une journée qui va être articulée à plusieurs niveaux. Je peux avoir des interactions avec des clients. On va dire que ça, les interactions clients, c'est 10 à 15% de mon temps seulement. Je vais avoir beaucoup de suivi managérial des équipes. C'est le gros de mon activité. Ça va être, on va dire, 30 à 40% de mon temps. Donc à la fois suivre les trois activités dont je m'occupe, donc on pourra y revenir. Je vais avoir une partie qui est plus formelle, qui est toute la partie qui peut être liée aux régulateurs, qui peut être liée au cadre de risque du business, qui peut être liée, voilà, toute une partie un peu plus administrative parfois. Et puis ce qui me reste de temps, quand il m'en reste, bah, c'est gérer le quotidien, c'est gérer ce qui peut se passer dans la journée, faire un point sur une position de trading, faire un point sur un deal client, voilà, c'est
un peu la façon dont s'articule ma journée. Donc même si tu es vraiment dans le top management, c'est important que tu restes vraiment au courant de ce qui se passe sur les marchés, que tous les matins à 8h30 tu sois à ce point de marché, quoi. Oui, c'est important. C'est important parce que tu vas être obligé de réagir en fonction de l'actualité. Donc tu ne peux pas te permettre d'être déconnecté. Moi, j'aime aussi être dans la salle de marché, même si j'ai un bureau qui est fermé, tu vois, qui donne sur la salle de marché. Ça me permet aussi de sentir l'ambiance quand je sors et que je vais me chercher un café, voilà, de voir un peu ce qui se passe. Mais oui, c'est très important d'être connecté à l'actualité. Est-ce que les juniors, ils peuvent venir à tout moment te poser des questions? Est-ce que la porte de ton bureau est toujours ouverte ou il faut prendre rendez-vous? Alors en théorie, oui. Dans la pratique, non. Quand il y a des événements un peu larges où je peux me balader entre les gens, c'est très facile et tout le monde peut venir me parler. Mais rentrer dans mon bureau, s'il y a un problème, n'importe qui rentre dans mon bureau parce que j'ai cette réputation d'être accessible, mais tu viens pas me déranger. Non, les juniors, ils n'ouvrent pas la porte en se disant « Tiens, Nicolas, on va se prendre un petit café ». Ça n'arrive pas. En revanche, moi, je suis ravi de voir les collaborateurs s'il y a un cadre. Si, voilà, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait un petit déjeuner avec 8 ou 10 personnes que je ne connaissais pas. Donc là, c'était un format qui s'y prêtait. Et j'aime bien ce genre d'événement. Et je vais le refaire à Londres, ça me permet de connecter avec les gens. Mais non, c'est un peu offensif si les gens arrivent et rentrent dans mon bureau. On imagine que quand on est à ton niveau, voilà, les problèmes qui te sont remontés, c'est les problèmes dont ceux qui sont en dessous de toi ne veulent pas s'occuper. Quel est ton processus de décision, voilà, pour réussir à trouver des réponses à des problèmes qui sont a priori assez complexes si ça arrive jusqu'à toi? Effectivement, la plupart du temps, les gens te remontent des problèmes. Je pars toujours du principe que les gens sur le terrain, les experts, sont les plus à même de résoudre ces problèmes-là. Moi, on va dire qu'une grande partie de mon temps, c'est du management. Je suis plus opérationnel comme j'ai pu l'être dans le passé. Ça fait plus de 10 ans que je suis plus opérationnel. Donc les experts, ils auront toujours une meilleure connaissance technique du sujet. Ils seront toujours plus à même de prendre la bonne décision d'un point de vue expertise. Mais parfois, ce qui va leur manquer, c'est le recul. Ou ce qui va leur manquer, c'est la gestion du dommage collatéral de cette décision ou des conséquences de cette décision. Donc moi, je vais simplement essayer de les faire réfléchir et je leur demande toujours de venir me voir avec des solutions. Ils peuvent venir me voir avec des problèmes, mais il faut qu'ils me proposent des solutions. Et je peux les aider à arbitrer ou à travailler autour de ces solutions, mais c'est très rare qu'on m'amène un problème sans solution et que moi j'arrive et que j'ai une idée brillante. Ça n'arrive quasiment jamais. Alors justement, pour pas être déconcentré sans arrêt, parce que j'imagine que tu as des assistants, des assistantes qui te bookent des meetings, est-ce que tu bookes dans ton agenda des meetings vides, je sais pas, de focus, pour avoir 2 heures où justement tu peux te concentrer sur des sujets de fond? Avant, je le faisais, mais c'était pas toujours très efficace parce qu'il y a 2 types de meetings. Il y a les meetings que tu crées toi, ça j'essaye de les éviter au maximum. Moi, tous les meetings que je déclenche, à l'exception de un seul, ne dépassent pas une demi-heure. Je vis pas toujours très bien l'amoncellement et la quantité de meetings. Et puis il y a des meetings que tu subis et sur lesquels tu peux rien faire. Si demain, l'ECB, le régulateur européen, veut te parler, il veut te parler, et s'il veut te parler 2 heures, il te parlera 2 heures. Donc ça vient beaucoup télescoper des journées. Pareil, si mon management veut me parler, je libère le temps. Donc c'est plutôt une révision au démarrage de la semaine de mon agenda, sans hésiter à tuer un certain nombre de meetings que j'estime inutiles ou à demander ce dont on veut me parler. Il faut que les meetings soient au maximum pour prise de décision. Les meetings d'information, pour moi, sont assez difficiles et pas toujours très pertinents. Donc je comprends, il y a plein de gens qui veulent me faire part de l'avancement de leur travail. C'est super, mais s'il n'y a pas une décision, s'ils ne me disent pas à la fin, en fait, je te parle de ça parce que je suis bloqué ici et qu'est-ce que tu en penses? Ça me... Voilà. Pas faire des meetings juste pour te montrer qu'on travaille. Non, quoi. voilà. Okay. Tu as une carrière fulgurante, on va en parler après, mais tu as passé plus de 20 ans chez BNP Paribas. J'imagine qu'il y a des moments où tu as dû être courtisé par d'autres banques. Voilà. Comment tu as fait pour garder le cap, rester motivé et te dire que ton avenir serait toujours au sein de cette même banque? Non, c'est une bonne question. Alors oui, ça m'est arrivé. Tu n'as jamais eu l'impression de plafonner là, dans toute ta carrière, quoi? Non. Ok. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, parce que souvent, quand tu pars ailleurs, il y a une composante financière qui est importante. Souvent, les banques qui viennent te chercher, elles te proposent plus d'argent. Mais il y a une seule chose que tu ne peux pas acheter dans une carrière professionnelle, c'est la confiance des gens qui sont au-dessus de toi. Ça prend énormément de temps à bâtir. Au moins sur les 4 ou 5 premières années de ta carrière, tu vas être en construction de ça. Et avoir un chef ou un responsable qui valorise ça, qui comprend la valeur que tu amènes et qui te fait progresser, c'est un asset en termes de progression de carrière qui est le plus important. Il faut que tes responsables aient confiance en toi. Et une fois que tu as acquis cette confiance, c'est un bien extrêmement précieux. Et il se trouve que mes managers chez BNP Paribas m'ont fait confiance. Et donc, quelque part, tu pars dans une autre banque, peut-être que tu vas être payé mieux. Mais tu repars à court terme. Mais tu vas devoir reconstruire toute cette confiance. Et donc, cet asset-là, il ne faut pas le perdre. Et souvent, moi, quand j'ai des collaborateurs qui démissionnent, parfois je les laisse partir parce que je sais que leur situation dans leur équipe est difficile, je sais que leur manager ne croit pas forcément en eux et qu'ils s'épanouiront peut-être mieux ailleurs. Mais quand je vois un collaborateur partir alors que
son responsable m'a dit 50 fois c'est le meilleur élément qu'on ait, il faut le faire progresser, etc. et qu'il l'a fait progresser, je pense que souvent c'est des choix de carrière pour ces gens-là qui peuvent être extrêmement challenging parce qu'ils vont laisser cet environnement-là, ils vont devoir tout reconstruire ailleurs pour recréer cet asset-là. La salle de marché, tu vois, c'est un métier, il y a eu plein de films dessus, les margin call et j'en passe. Pourquoi tu penses que c'est un métier qui fait autant rêver les jeunes notamment ? Parce que c'est un métier qui à la fois peut être très technique, donc intellectuellement, c'est un métier qui est stimulant. Le quotidien est rarement monotone. Tu as une notion de vitesse qui aussi séduit les gens, c'est-à-dire que ton impact va vite, il y a une notion de risque, il ne faut pas se tromper. Donc tu as un côté, peut-être pour des jeunes, peut être assez ludique. Le mot ne doit pas faire peur, mais oui, tu as un côté qui est sympa, tu t'amuses. Ouais. Voilà, tu t'amuses quand tu es en salle de marché. Effectivement, tu as eu des films qui ont alimenté l'imagination populaire autour du trader, autour de la réussite. Dans la vraie vie, tu l'as vu d'ailleurs en salle de marché, le trader il est loin maintenant du Wall Street. Le job de trader aujourd'hui, c'est de gérer des books, donc des positions dans un environnement qui est relativement complexe. C'est ce qu'on appelle du management de risque. C'est pas de la spéculation. Il n'y a plus de spéculation aujourd'hui dans les banques pour plein de raisons, y compris des raisons liées aux régulateurs. Il y a eu la loi bancaire en France, Volcker aux États-Unis, qui ont vraiment complètement éteint la pure spéculation qui pouvait exister dans certaines salles de marché. Mais c'est marrant le parallèle que tu fais, parce que moi c'est vraiment le parallèle que j'ai fait en arrivant dans la salle de marché, c'est que j'ai vu ça comme un jeu vidéo, tu vois, où t'arrives le matin, tu regardes tes positions, tu vérifies que tout va bien et tout ça, et tu fais ta gestion comme ça, et tu veux dire, bon, il y a des enjeux réels bien sûr sur des personnes qui existent, mais ce que je veux dire c'est que c'est assez ludique et qu'on voit pas les journées passer, quoi, c'est assez marrant. Alors, petite question rituelle de fin, Nicolas, voilà, pour le ou la jeune qui nous écoute, qui a 18-25 ans et qui s'identifie dans ton profil, quel est le conseil que toi, tu aurais aimé qu'on te donne quand tu avais cet âge-là ? Je pense qu'en général, il faut avoir un très haut niveau d'énergie. Je pense que l'énergie fait une différence fondamentale. Donc l'énergie et la détermination. Il faut vraiment avoir envie tous les jours de se défoncer. Au début de carrière, ça fait une très très grande différence. Au-delà des expertises, au-delà du niveau intrinsèque de chacun, du potentiel de chacun, moi ce dont je me rends compte, c'est que ce sont les gens les plus déterminés, qui ont le plus d'énergie, qui généralement réussissent à progresser le plus vite en début de carrière. Après, c'est d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de considération parce que si tu évolues dans une organisation, tu as un très gros challenge dans les salles de marché quand tu bascules de l'expert au manager. Ce ne sont souvent pas les mêmes qualités. Donc ça arrive que tu les combines, ça c'est rare, c'est le cas idéal. Donc un très bon expert, un très bon trader ou un très bon sales, il est repéré par des super résultats. Un jour, tu le fais basculer en position de gestion d'équipe et puis il s'avère être un très bon manager. Ça, c'est génial. Ouais. Mais tu as aussi le super expert, qui est un manager, mais catastrophique. Et tu as aussi le type qui en expertise est moyen, mais qui a des qualités humaines qui ferait qu'il peut devenir un super manager. Ouais. Et donc, comment tu gères, dans un métier où la méritocratie est la valeur numéro 1, le fait que parfois, tu fasses évoluer quelqu'un qui a de moins bons résultats sur le terrain, en position managériale, par rapport à quelqu'un qui a de meilleurs résultats sur le terrain. Évidemment, quand tu es dans ces phases de transition, c'est plus tellement l'énergie qui peut faire la différence, c'est d'autres qualités et il faut savoir les développer. Mais on va dire que pour tes auditeurs et pour ton audience, je pense que ça vient dans une deuxième étape de carrière. Et là, je pense que c'est la principale qualité, c'est de savoir emmener les gens. C'est de faire en sorte que les gens aient envie de te suivre, comprennent ta direction et qu'ils se sentent à la fois protégés et rewardés dans l'environnement que tu crées. C'est ça qui fait qu'il y a... Voilà. Bon, écoute Nicolas, merci beaucoup. Je vais embêter tes autres collègues. Ça marche. Pas trop longtemps, je te rassure. Je comprends qu'il faut quand même qu'ils bossent un petit peu. Et merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Yeah, sure, we're done. 5 million. Ah merde, je crois que j'ai fait une connerie là. Non, can we cancel the trade? Ah merde, j'ai fait un fat finger. Oh, déstresse mon Marco. C'est fini la finance. Allez, réveille-toi. Alright les amis, nouveau stream, on est reparti. Putain les mecs, faut que je vous raconte un rêve, c'était incroyable, vous me croirez jamais.